Nous sommes dimanche 21 décembre. Merci d'être avec nous pour un point de l'actualité, à commencer par le sommaire. La colère gronde, le torchon brûle entre les commerçants du petit marché et le président du conseil de ville de Niamey. La volonté de ce dernier de transformer le petit marché de Niamey en un centre de loisirs est à l'origine de cette brusque montée de tension. La Tunisie a voté ce dimanche le deuxième tour des élections présidentielles entre le président sortant Monsef Marzouki et le président du parti Lida Tounes et Sepsi, arrivé, souvenez-vous, premier au premier tour. Le compte rendu dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le Front social, dis-je, a vibré en ce dimanche avec les commerçants, vous allez les entendre, furieux du petit marché de Niamey, qui mettent en garde le président du conseil de ville. Il entend transformer le petit marché en un centre de loisirs. Cela ne passera pas, martèlent les commerçants qui entendent user de tous les droits pour l'en dissuader, nous rapporte Mamoudou Saleh. Le bras de fer ne fait que commencer entre les commerçants du petit marché et les autorités de Niamey après la décision du président du conseil de ville de transformer la place du petit marché en lieu de loisirs. Ces commerçants ont, à travers une assemblée générale tenue ce dimanche à 21 décembre, condamné et rejeté cette décision qui leur est tombée comme un coup de foudre. Considérant les menaces formulées par le président du conseil de ville de Niamey, que l'espace du petit marché ravagé par un incendie le 5 avril 2012 ne sera plus un marché mais un lieu de loisirs. Sa menace ne s'est pas arrêtée là. Le marché de Jemaïgue sera transféré au marché de Katako. Ceux qui sont aux alentours seront au marché de Bonkané et qu'il soumettra ce projet au conseil qui va se tenir le 17 décembre 2014 pour validation. Le petit marché, c'est un marché national et même international. Condamnant sans réserve l'attitude et l'acte du président du conseil de ville de Niamey. Exigeant au président du conseil de ville la reconsidération de sa décision injuste. Lancer un appel au conseil de ville de Niamey au sens de responsabilité et pour la quiétude sociale. Monsieur le président du conseil de ville de Niamey, sachez que vous êtes un élu du peuple. Votre mission n'est pas de détruire la valeur de notre société, c'est de la préserver. En tout état de cause, nous réaffirmons notre détermination à lutter pour la sauvegarde du petit marché de Niamey. Elle sera responsable de tout ce qui adviendra. Les locataires du petit marché ont le soutien des acteurs de la société civile déterminés à les accompagner dans cette lutte. Vous avez aujourd'hui l'entier soutien de la société civile nigérienne dans votre combat noble. Et Inch'Allah, ce lieu de distraction-là, qui est prévu à la place du petit marché, n'aura pas lieu. Inch'Allah, ça continuera à être le petit marché que vous avez toujours connu. Mais il faut que vous continuiez la mobilisation. Ces gens ne comprennent que ce langage, la lutte. Seule la lutte paye. Et avec votre mobilisation d'aujourd'hui, nous sommes convaincus que la victoire sera de votre côté. L'échec sera de ceux qui veulent détruire les monuments historiques. Parce qu'aujourd'hui, le petit marché peut être classé comme un monument historique au Niger. Et nous serions là avec vous dans ce combat. Fort du soutien des acteurs de la société civile, les commerçants du petit marché sont plus que jamais déterminés à mener le combat pour faire aboutir leurs revendications. Participation de la femme nigérienne en milieu syndical et politique. Ce thème a été développé à la conférence débat organisée par l'UDTN en ce dimanche. Ce sont les femmes qui militent au sein des organisations syndicales qui ont été conviées, apprend-on, dans ce résumé de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Cette conférence débat a été initiée pour faire un regard sur le rôle que les femmes nigériennes ont joué dans les luttes syndicales pour défendre leurs droits, mais aussi une occasion pour revenir sur la contribution de celles-ci dans le processus démocratique pour le développement du pays. Au plan syndical,
Depuis les années 50, les travailleurs du Niger n'ont pas été en reste dans les luttes de libération de notre pays de la domination coloniale qui s'est traduite par l'exploitation, le non-respect de la personne humaine, somme toute situation d'injustice. La femme n'était pas restée en marche à ce noble combat. D'où la présence des femmes dans les bureaux des syndicats et centrales syndicales qui ont toujours existé au Niger aux côtés des hommes. De 1960 à 1976, la centrale unique a opté pour un syndicalisme d'intégration. Ainsi, dans les années 60, le secrétaire du syndicat des enseignants était à la fois ministre de l'Éducation. Maintenant, de 1976 à 1978, le syndicalisme avait changé de ligne politique en optant pour la politique de l'indépendance syndicale ou l'orthodoxie syndicale. Les participants trouvent le thème de cette conférence très pertinent au vu de la place qu'occupent les femmes au Niger. Une initiative salutaire. Quand on regarde le thème femmes nigériennes en milieu syndical et politique, c'est un thème très important. C'est un thème qui est à l'ordre du jour, d'autant plus qu'aujourd'hui, les femmes se débattent de plus en plus pour être visibles en milieu syndical et en milieu politique. Mais je pense que ça reste beaucoup à faire. Et c'est pour ça que le thème qui a été choisi est très important, parce que ça permet de jeter un regard en arrière pour voir ce qui a été fait. Et ça permet aux femmes qui sont là, et peut-être aux autres qui ne sont pas là, qui vont suivre après, de voir qu'on doit encore continuer à se battre, à se mobiliser pour que la réalité soit ce que nous sommes en train de vivre maintenant. La présente conférence débat, dont le thème a suscité des débats enrichissants, a enregistré la participation des femmes membres des syndicats et celle des autres organisations de la société civile. Deux brèves à lire dans ce journal. La première sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Dammalam, la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, en collaboration avec Orange Niger, organise la cérémonie Ménador, une fête pour célébrer les meilleurs acteurs du football nigérien de la saison 2013-2014. Le Ménador, c'est le jeudi 25 décembre 2014 dans les jardins de la FENIFOOT à partir de 20h. La cérémonie sera retransmise en direct sur Télé Sahel. Célébrons les meilleurs du football nigérien avec la FENIFOOT et Orange Niger. Le deuxième communiqué, c'est au Caire, siège de la CAF, qu'a eu lieu cet après-midi même le tirage au sort des groupes de la CAN des cadets Niger 2015. Le MENA national est dans le groupe A en compagnie du Nigeria, de la Zambie et de la Guinée. Un tirage, me direz-vous, pas clément pour les cadets nigériens. Les phases finales de la CAN des cadets aura lieu dans notre pays en février 2015. Les réactions suite à ce tirage dans nos prochaines éditions d'information. C'est une promesse de Ibrahim Tikiri. On en vient à présent à notre série reportage, notre tradition du dimanche, vous le savez, les maladies, et cette fois-ci, c'est les maladies liées au froid. Que sont-elles et comment s'en prémunir? Un de nos reporters est allé à la rencontre des médecins et qui nous explique tout jusqu'au conseil. Nous l'écoutons. La saison froide s'installe progressivement. Une période avec ses lots de maladies, surtout chez les enfants qui sont les plus exposés. Docteur Mamambra nous énumère les maladies les plus fréquentes en cette période. Les maladies qui sont le plus souvent liées au froid sont les syndromes grippaux, la grippe, les pneumonies, les bronchiolites, les asthmes. Donc, c'est les maladies qui sont le plus fréquemment rencontrées dans cette période-là, dans cette période de froid. Le traitement de ces maladies s'est fait de deux manières et la prévention consiste à bien protéger les enfants qui sont les couches les plus vulnérables. Donc le traitement, le meilleur traitement s'est fait à l'hôpital comme vous le savez.
Donc vous amenez l'enfant au niveau de l'hôpital ou le malade au niveau de l'hôpital, où le traitement consistera à prescrire, par exemple, en fonction de la maladie. Si c'est un simple rhume, une rhinite simple, donc avec un antipyrétique contre la fièvre, avec un médicament pour désobstruer les narines, donc on associe les deux, ça peut aller parfaitement bien. Mais si c'est une infection sévère qui tend vers la sévérité, vraiment le conseil que je donne, c'est d'amener le malade au niveau de l'hôpital. Parce que c'est au niveau de l'hôpital qu'on peut faire la part des choses. Il s'agit de quel type de maladie. Même si c'est une infection respiratoire, toutes ne se traitent pas de la même manière. Donc il faut amener le malade au niveau de l'hôpital pour faire les examens complémentaires nécessaires et établir un diagnostic pour traiter. Il faut protéger. Vous savez, la poussière, le froid fragilise le tractus respiratoire, l'arbre respiratoire. Ce qui fait que les gens sont plus exposés à ce type de maladies, autrement les maladies respiratoires. Donc la meilleure protection, c'est de se protéger contre la poussière, de se protéger contre le froid. Vous savez, pour se protéger contre le froid, il n'y a pas mieux que des habits bien chauds. Il n'y a pas mieux que d'éviter de laver les enfants à tout moment, surtout avec de l'eau froide. Pour mettre les enfants à l'abri, Dr Mamambra prodigue ses conseils. Les enfants doivent être le mieux protégés pendant cette période. Autrement, il faut bien les habiller chaudement, pull over, gants, pantalons bien adaptés et des chaussures aussi bien adaptées à la saison froide. Et la nuit, au couchage, il faut bien protéger aussi l'enfant, parce que l'enfant ne peut pas se protéger comme vous le savez, il ne peut pas se couvrir à tout moment, surtout en pleine nuit. Donc c'est aux parents de penser à ça, de songer à couvrir l'enfant une fois sur le lit. Donc le deuxième conseil, c'est vraiment l'éviction de tout ce qui est glace. Les glaces là qu'on vend le matin de bonne heure, tu vois un vendeur de bonbons glacés ou autre là, des crèmes glacées devant des écoles. Ça c'est ces fléaux là qu'il faut arrêter. Ces fléaux qu'il faut arrêter parce que ils vont contribuer ces produits là à base de glace à aggraver une maladie respiratoire quand elle s'installe. Ainsi, les mamans doivent prendre le soin de leurs enfants, notamment les plus petits, en veillant sur leur alimentation et surtout en évitant aux enfants la consommation des produits glacés. Comme dit un adage, la santé n'a pas de prix. Nafissa Zakou, on passe à la partie internationale et c'est notre deuxième titre du jour. La Tunisie a voté en ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Un duel entre les candidats Monsef Marzouki, président sortant, et qui se pose en défenseur de la révolution, et Essebsi du parti Lida Tounes, anti-islamiste et qui est arrivé, souvenez-vous, premier au premier tour. Les bureaux de vote ont fermé à l'heure où nous parlons, mais les résultats sont attendus dès ce lundi. Le compte rendu. Levé de la victoire, où l'index bleuté fièrement exhibé, à chacun sa façon de manifester sa joie. C'est le jour le plus heureux de ma vie. Depuis hier, je ne pense qu'à ça. Je suis prête depuis plusieurs jours. Ce n'est pas la première élection à laquelle participent les Tunisiens depuis la révolution de 2011 et la chute de la dictature. Mais celle-ci est historique. Pour la première fois, les électeurs choisissent leur nouveau président librement et plein d'espoir. Les 5 ans à venir seront 5 ans avec un gouvernement stable, avec un gouvernement qu'on a choisi, avec un président qu'on a choisi, et donc on pourra travailler correctement par rapport aux 3 dernières années où il y avait beaucoup de problèmes. Car ce vote doit aussi mettre fin à une période de transition
transition très mouvementée pendant laquelle se sont succédées les crises politiques et pour cela les Tunisiens doivent choisir entre deux candidats que tout oppose. Moncef Marzouki, premier président de la Tunisie post-révolutionnaire, se pose en défenseur de la révolution. Authentique résistant à la dictature, son alliance avec les islamistes d'Ennahda a compromis sa crédibilité et pourrait bien lui coûter cette élection. La Tunisie restera une référence dans le monde arabe et gardera l'image d'un pays pionnier. Si le pays choisit de retourner en arrière, ce sera la fin de tous ses progrès. Et la menace d'un retour en arrière, selon Marzouki, c'est lui. Son adversaire est le favori du scrutin puisqu'il est arrivé en tête du premier tour. Béji Caïd Essebsi, 88 ans, chef du parti anti-islamiste Nida Tounes, qui a remporté les dernières élections législatives, est parvenu à s'imposer comme l'homme providentiel, le seul capable de remettre le pays debout. Vétéran de la politique tunisienne, il a notamment été le ministre de l'Intérieur du premier président tunisien Habib Bourguiba, dont le régime n'était pas de la première douceur et pas seulement avec les islamistes. Puis il a présidé le Parlement au début de l'ère Ben Ali. Je suis fier du peuple tunisien et j'espère qu'ils sépareront le bon grain de l'ivraie. La tâche du premier président démocratiquement élu de l'histoire de la Tunisie s'annonce difficile. Les islamistes qui ont dirigé le pays après la révolution se sont révélés incapables d'assumer le pouvoir, de redresser le pays et de repousser la menace djihadiste. Le résultat du vote pourrait être annoncé dès lundi. Dans un entretien accordé à TV5 et RFI, le président guinéen Alpha Condé dit avoir, avec le président Issoufou du Niger, prévenu le président Hollande des risques de la somalisation de la Libye. C'était au sommet de Deauville. Et qu'aujourd'hui, dit-il, Hollande paye le prix pour n'avoir pas assuré le service après-vente. Nous l'écoutons. Au sommet du G8 de Deauville, mon collègue Issoufou, le président du Niger, nous avons prévenu le G8. Nous avons dit votre intervention en Libye va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération des armes dans nos régions. Nous avons prévenu, attention, si vous intervenez en Libye, voilà ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Donc Hollande ne fait que payer les conséquences du fait que vous n'avez pas fait de service après-vente. Mais maintenant, Monsieur le Président, les pays du Sahel se réunissent et demandent aux Nations Unies une nouvelle intervention, de mettre fin aux agissements des groupes djihadistes en Libye. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? C'est eux qui ont causé la création du sud de Libye. Si aujourd'hui le sud de la Libye est devenu un sanctuaire de terroristes, c'est bien parce qu'ils sont intervenus. Donc s'ils sont intervenus, ils ont créé cette situation, il faut bien qu'ils nous aident à le résoudre. On reste en France où un jeune Français de 20 ans né au Burundi a attaqué et blessé au couteau 3 policiers dans un commissariat. Bertrand, de son nom, mais devenu Bilal depuis sa conversion à l'islam, a été abattu et des perquisitions entreprises au domicile de sa sœur où il réside le plus souvent. Voyons cela. Du Burundi se nommait Bertrand, mais depuis sa conversion à l'islam, il se faisait appeler Bilal. Jeudi, sur son compte Facebook, il avait posté cette image, le drapeau du groupe djihadiste État islamique. Était-ce le signe qui annonçait l'attaque du commissariat de Joué-les-Tours hier ? Peut-être. Le jeune homme de 20 ans a été abattu. On voit ici son corps transféré par les pompiers. Il venait d'agresser violemment des policiers et la piste islamiste semble bien privilégiée. C'est clair qu'un individu qui attaque un commissariat, qui attaque pas Monsieur X ou Y, qui attaque manifestement les services de police en criant à la Akbar, il y a de quoi se poser la question de savoir s'il a agi seul, s'il a agi sur ordre. Dans la soirée, les enquêteurs ont effectué des perquisitions au domicile de sa sœur où il séjournait de temps en temps. Le jeune homme au chômage était connu des services de police pour des faits de délinquance. Mais ses proches, interrogés depuis hier, affirment ne pas avoir perçu de signes de radicalisation. Comme cet ami qui témoigne anonymement. Une personne comme lui, il n'y en a pas deux, madame. Il est vraiment très gentil. Il m'a toujours aidé quand j'avais besoin de lui. Ça ne lui ressemble pas ? Non. Il était très... Il pouvait se battre avec n'importe qui, ça, il n'y avait pas de souci, mais avec des raisons. Sans raison, il ne ferait jamais rien. Quelle motivation, acte isolé ou pas ? Seule certitude, le frère du jeune homme est connu des services antiterroristes pour son islamisme radical et des projets de départ en Syrie. Une violence qui en chasse une autre. À Brooklyn, cette fois-ci à New York, un jeune noir a abattu 2 policiers et s'est suicidé peu après. Vraisemblablement une réponse au récent assassinat des Noirs par des policiers blancs aux États-Unis. Ils prennent un des nôtres, prenons 2 de leurs, a-t-il publié sur Instagram. Le récit.
Les policiers new-yorkais forment une haie d'honneur. Les corps des 2 officiers tués sont emmenés. Ce double meurtre est un choc pour la plus importante force de police des États-Unis. Ceci est un assassinat de sang-froid sans précédent. Quartier de Brooklyn, c'est ici qu'Ismail Brinsley, un noir de 28 ans, atterrit en plein jour à bout portant sur les 2 policiers qui étaient assis dans leur voiture stationnée. L'officier Liu et l'officier Ramos n'ont jamais eu l'opportunité de sortir leurs armes. Ils n'ont peut-être jamais vu leur assaillant, leur meurtrier. Le tueur que l'on voit ici sur la civière est mort. Il s'est tiré une balle dans la tête dans une station de métro à proximité. Quelques heures avant ce meurtre, il publiait sur Instagram une photo de son pistolet et ce message « Ils prennent un des nôtres, prenons 2 des leurs ». Référence claire à l'affaire Eric Garner, ce père de famille mort, étouffé par un policier. Policier qui ne sera pas poursuivi, ce qui provoquera de nombreuses manifestations à New York et ailleurs. Le double meurtre de policiers serait donc un acte de vengeance. Les gens sont frustrés avec tout ce qui s'est passé, mais je pense qu'aucune personne que je connais dans cette communauté sera d'accord avec le fait de prendre la vie d'un policier. La condamnation est unanime. Tout juste arrivé à Hawaï pour ses vacances, Barack Obama estime dans un communiqué qu'il n'y a aucune justification à ce type d'acte. Il appelle à rejeter la violence. Rendons-nous en Belgique pour la fin de ce journal et où le voyage du roi en Indonésie à bord d'un avion de la défense fait polémique. Le roi a-t-il le droit de voyager dans un avion de l'armée pour des vacances personnelles, demandent certains. Si, répondent d'autres Belges, en cette période d'insécurité et que sa sécurité doit être assurée par l'État belge. Le récit de la polémique. Côte indonésienne, il y a quelques jours, la mer est calme, les pêcheurs vaquent à leurs occupations. Ce paysage est peut-être celui que le roi Philippe est en train d'admirer avec toute sa famille en ce moment. Samedi, ils se sont envolés avec un avion de la défense pour 10 jours de vacances en Indonésie. Mais au nord du pays, ces vacances font déjà polémique. Le roi a-t-il le droit d'utiliser un avion de l'armée pour des vacances privées ? Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas vraiment de souci que le roi utilise cet avion pour des raisons de sécurité. Où ça pose problème, évidemment, c'est en termes de coûts à charge de la défense. Clairement, l'État est responsable de la sécurité du chef de l'État. Le roi n'a donc d'autre choix que de voyager à bord d'un avion de la défense, même pour des vacances privées. Mais ce qui fait tiquer le syndicat socialiste flamand, c'est le coût. On peut comprendre la réaction dans le sens où aujourd'hui le personnel est soumis à des restrictions budgétaires incroyables et donc on parle ici quand même de voyages de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il faut savoir qu'une heure de vol en Falcon c'est environ 6 000 euros. Une heure de vol en Airbus A321 ce sont 10 000 euros d'heures de vol. Le palais n'a pas souhaité réagir. C'est le gouvernement qui organise les déplacements. Par souci d'économie, le nouveau ministre de la Défense NVA dit vouloir changer les règles en 2015. Mais le syndicat va plus loin. Il se demande si le souverain ne pouvait pas partir moins loin, comme sur ces images en France à l'île de Ré en été 2013. Je pense que dans la situation budgétaire actuelle, à partir du moment où on sait qu'on n'a pas d'autre choix que d'utiliser ce genre d'avion, il serait peut-être bien venu de penser à des destinations un peu plus proches. Seul le coût de l'avion est pris en charge par la défense. Peu importe la destination, toutes les dépenses des vacances de la famille royale sont directement payées par le roi via sa liste civile. Fin de ce journal à retrouver à 22h45 si vous le voulez bien. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.